Il y a encore 6 ans, la Fleur de l'Empole, le dernier caboteur à voile construit en France, pourrissait au fond d'un aber. Qui pouvait alors s'imaginer que, ressuscité par un groupe d'amis, le vieux bateau quitterait un jour l'île Dieu toute voile dehors pour une grande course au large? Sans doute, personne. L'histoire commence bien, ce n'est qu'un début. Car à son bord, 7 mousses de 10 à 14 ans vont vivre une extraordinaire aventure qui les mènera jusqu'aux Açores. Il y a là Michael de l'île Dieu, futé comme un corsaire. Chibonne, la petite Anglaise de Cornouailles, la plus jeune. Pierre, le montagnard, sans doute le meilleur plongeur de la bande. Jacques, le Hollandais, une tête solide et pas mal d'habileté. Guillaume, un futur journaliste de la région nantaise. Puis les 2 Bretons, Corentin, 11 ans, dont 2 passaient à attendre ce moment, et Morvana. Le rêve et le sourire incarné. Enfin, et pour compléter l'équipage, Sam, le chien, Fourchette, le chat, et 4 adultes, dont Jacques, le capitaine. On est parti de Lisieux, un petit peu en dessous de Nantes. On est venu là sur le nord de la côte d'Espagne. Et puis ensuite, de là, on va repartir pour aller voir les cachalots, donc aux Açores. Gros temps ou petit temps, il faudra 15 jours à la Fleur pour gagner les Açores, l'archipel aux cachalots, le but de l'expédition. 15 jours durant lesquels les mousses vont s'initier à la navigation et apprendre à composer avec les éléments. Quand l'eau glace les os, que le vent fouette le visage, que l'estomac se noue et que pourtant il faut se battre, la mer, c'est parfois la galère. Mais dans un golfe de Gascogne agité, tous tiennent bon et la fascination est totale. À bord, les enfants s'occupent de tout. De la conduite de la Fleur, bien sûr, mais aussi du ménage ou de la cuisine. Dans le carré, on parle de l'expédition, des cachalots, bien sûr, mais aussi de tous les mammifères marins que l'on espère rencontrer durant le voyage. Et c'est sérieux, pas question de se tromper. Toutes les observations feront l'objet de fiches qui seront par la suite envoyées à divers centres océanographiques. Peu à peu, l'équipe se soude, et pour que tout se passe bien dans un espace restreint, chacun y met du sien et prend des initiatives. Pierre, lui, se laisse emporter vers cet étang du Jura où il va si souvent poussé par le désir de l'eau et de la mer. C'est là qu'il s'est imaginé enfant de faim au milieu des cachalots. C'est là qu'il a décidé de partir.
nuit, tous les enfants ne rêvent maintenant plus que d'une chose, leur première plongée avec les cétacés. Après une nuit où se sont bousculées les images, ce matin tout est calme à bord. Les esprits glissent gentiment sur l'eau quand soudain apparaissent un, puis deux, puis trois, une vingtaine de globicéphales. Là, regarde, il est tout près. On le voit sous l'eau. Ces drôles de dauphins à grosse tête que l'on trouve sur la majeure partie des océans peuvent atteindre 6 mètres et peser jusqu'à 4 tonnes. À ce moment, impossible de savoir qui d'eux ou des enfants est le plus curieux de l'autre. L'occasion est trop belle. Pierre et Guillaume décident de plonger. La préparation a pris trop de temps. L'essai est infructueux. Les globicéphales se sont éloignés de la fleur et des plongeurs. Il faut revoir les techniques d'approche et s'informer plus encore sur le comportement des cétacés. Très vite, une séance de travail est improvisée. Anne Collet, l'une des spécialistes françaises des cétacés, qui vient de rejoindre l'expédition, est assaillie de questions. Est-ce qu'il y a un chef dans les bandes? Dans les bandes de globicéphales, chez les globicéphales, il y a toujours un gros mâle qui reste là et qui est le chef de la bande. Et puis ensuite, il y a les femelles, les jeunes mâles. Est-ce qu'une cachalot peut représenter un danger? Un danger quand tu es en bateau ou quand tu plonges? Quand tu plonges. Alors quand tu plonges, il faut faire attention. Si tu embêtes le cachalot trop longtemps, il te montrera qu'il en a assez de te voir. Par exemple, il va s'énerver, il va donner des coups de queue. Ou même une fois, j'ai vu un cachalot qui sortait complètement, qui sautait hors de l'eau et qui faisait des énormes splashes, plusieurs fois. Ça, c'était un signe d'agressivité. Il faisait ça tout près de nous. C'est pour nous montrer qu'il était très fort, très puissant et potentiellement très dangereux et qu'il était de bon ton, qu'on lui fiche un peu la paix. Il voulait protéger les femelles et les jeunes. Donc tu verras, si les cachalots sont calmes quand tu plonges, pas de problème. Quand tu sens que ça commence à s'énerver, il y a des signes. Bon, tu remontes dans le bateau et puis dans ce cas-là, la fleur ira voir un autre groupe. Une journée bien remplie et pleine d'enseignements s'achève. La déception a fait place à la bonne humeur et la fleur file vers son prochain rendez-vous sur l'océan. Pierre ? Il est prévu que les enfants montent à bord du Petit Zico, un tonnier de l'île Dieu. Ils doivent s'y informer des menaces que font peser les filets sur les dauphins. On va appeler les pêcheurs de thon en radio. Ok ? Oui, Petit Zico, bonjour, ça va? Ah oui, ça va très bien. Alors,
La mer est belle aujourd'hui. Ben, on doit plus être très loin là. Nous on est 25, 11. Pour garder le secret de la zone de pêche, c'est en côte que Charlie, le chef de l'expédition, prend contact avec Petit Zico. Dans le Pacifique, les gigantesques filets tournants des thoniers provoquent la mort de milliers de dauphins. Les filets français, eux, sont plus petits. Et depuis quelques années, les pêcheurs travaillent avec les scientifiques pour limiter les captures accidentelles. Il n'empêche que les accusations restent violentes. Oui, à travers. Malgré les efforts des pêcheurs français, le thon n'est pas la seule espèce à se faire piéger dans les filets. Quant aux dauphins, la situation n'est pas toujours aussi bonne que le laisse entendre le patron du Petit Zico. Mais elle n'a sans doute rien à voir avec ce qui se passe dans le Pacifique, où chaque année, près de 100 000 dauphins sont victimes des thoniers. En quittant Petit Zico, les enfants sont un peu rassurés. Et ce sont des dauphins qui leur ouvrent la route. La rencontre avec les thoniers a donné quelques idées à l'équipage pour améliorer l'ordinaire. Chacun a maintenant réellement trouvé ses marques sur le bateau. L'apprentissage de la vie en groupe et du travail d'équipe, c'est aussi l'un des objectifs de l'expédition. Dans l'espace, on est très près, on n'est jamais tout seul. On peut vraiment jamais avoir 10 minutes sans personne autour de soi, sans parler avec quelqu'un, sauf pendant les quarts de nuit, mais même il y a quelqu'un d'autre qui vient tout le temps. Et donc on est obligé de se raconter plein de choses. Et ça nous a beaucoup rapprochés. Même si au début on était forcés de vivre les uns sur les autres, petit à petit on s'est habitué et puis même Les Açores ne sont maintenant plus très loin. Et depuis des heures, les yeux sont rivés sur le bleu de l'océan. Enfin, c'est l'alerte. De nouveau des globicéphales. Cette fois, les enfants sont prêts. L'heure des premières véritables observations et du contact sous-marin a sonné.
eu plusieurs. Puis il y en avait un qui était comme ça, là. Calme, c'est tranquille. Quand on va dans l'eau, moi je ressens comme j'entre chez la maison de quelqu'un d'autre, quoi. Et j'essaye de respecter parce que je suis pas chez moi. Mais cette personne me fait partager quelque chose de vraiment bien. C'est autre chose. Les globicéphales ont offert des instants magiques aux enfants. Et la fête ne fait que commencer, car les Açores, l'archipel au cachalot, c'est pour ce matin. Fayal est l'une des îles du groupe central des Açores. Horta, son port, comme pour tout bon matelot qui se respecte, la première visite des Mousses est pour le café sport. Banque, poste restante, équipier, nourriture, l'endroit est pratique pour tous ceux qui traversent l'Atlantique. Tous les grands navigateurs sont venus ou viennent ici. Chichester, Tabarly et tant d'autres encore. Au Café Sport, les récits des grandes courses au large se mêlent à ceux des baleiniers. Une fois, j'ai eu très peur. Il y a un cachalot qui a attrapé le bateau. Il sortait la tête de l'eau et cassait tout. Une autre fois, 2 sont morts là-bas, sur la côte Saint-Georges. Un a disparu et l'autre est venu mourir ici. Il est arrivé ici et il est mort. Et l'autre a disparu. Plus jamais personne ne l'a vu. Mais ce n'est pas le cachalot qui l'a mangé. Il est parti par le fond. Et pourtant, il savait bien nager. C'est moi qui lui avais appris à nager. J'ai tout fait pour... Et aujourd'hui, regarde. Tandis que Chibonne et Pierre, fascinés, restaient collés sur leurs chaises, Morvana, Guillaume et Jacques décidaient de jeter un œil sur le Mol et ses peintures. À Horta, chaque bateau de passage se doit de laisser sa marque s'il veut garder la chance avec lui. Derrière chaque nom, derrière chaque destin se cache une aventure, un destin. Le Mol d'Horta, c'est un peu de la mémoire de l'Atlantique. En tout cas, un bien bel endroit pour mettre le pied à terre après 13 jours de mer. Ayant respecté la tradition et réapprovisionné en eau et vivres fraîches, la Flore reprend vite la mer. À son bord,
personne n'a oublié que l'objet de cette visite aux Açores, ce sont les cachalots. Il faut maintenant les trouver. Le bateau prend le large, un petit tour en mer, puis direction Pico, une île qui fut très active lorsque la chasse aux cachalots était autorisée. Vous avez vu un peu cette bête? Super, elle est super grande. Sur sa route, la Fleur croise une tortue. Elle sera baguée, puis mesurée, et les observations seront envoyées en Floride où elles sont regroupées. Et bon, ça, va falloir ennuyer. La bague. Voilà, et voilà. Parfait. L'alerte. Et cette fois-ci, ce qui avance sur le bateau est énorme. Un cachalot? Non. Un rorqual commun. Un monstre de beauté et de puissance. 20 mètres au bas mot pour un poids avoisinant les 40 tonnes. Dans les années 60, le rorqual commun était le cétacé le plus chassé dans le monde. Bilan, aujourd'hui sa population n'excède pas les 80 000 individus. Le rorqual s'est éloigné et les enfants n'ont pensé qu'à une chose, revivre le plus rapidement possible de tels instants. Au large de Pico, les cachalots leur en donneront très vite l'occasion. Baleines, dauphins, course large et maintenant île au trésor, l'incroyable aventure des 7 mousses de la Fleur continue. C'est ici, à Pico, qu'ils ont rendez-vous avec ceux que Moby Dick a fait entrer dans la légende, les cachalots. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Morvana, Michael, Corentin et Jacques décident de s'offrir une petite exploration de l'île et de gravir le Pico. 2350 mètres, le plus haut sommet de l'archipel des Açores et même du Portugal, dont celui-ci dépend. Un peu à l'écart de la fanfare, Michael est entraîné par Alexandrina vers l'atelier d'un sculpteur sur dents et os de cachalot. Un peu à l'écart de la fanfare, Michael est entraîné par Alexandrina vers l'atelier d'un sculpteur sur dents et os de cachalot. Cela fait 30 ans que Dimas Suarez scie, ponce et polit. C'est son oncle qui lui a appris le métier. Alexandrina, est-ce qu'ils sont encore beaucoup à faire ça 4 ou 5. Parce que la chasse disparaissait peu à peu, j'ai acheté suffisamment. Premier contact avec un monde qui vient de basculer. Il y avait comme de la mort dans l'air. Alors, en rentrant au bateau pour y passer la nuit,
les mousses n'ont eu qu'une envie, celle de l'eau. Être dans l'eau, c'était un de mes rêves quand j'étais petit, habiter dans l'eau. Parce que l'eau, je voyais ça comme un monde vraiment irréel, superbe. Toutes les choses qui habitaient dans l'eau, pour moi, ils étaient joyeux, contents. J'aimerais rester plus longtemps. Seulement pour la force. J'avais une espérance d'aller autrefois à la chasse. Mais à peu, l'espérance est morte et c'est fini. Je suis triste. Nous nous trouvons à Horta. Aujourd'hui, quand Antonio sort sa baleinière, c'est uniquement pour s'entraîner aux courses que l'on organise sur l'île. L'idée de ces harpons est connue de tout l'archipel. Et peut-être parce qu'à 90 ans, on ne peut se résoudre à voir son univers disparaître, le vieil homme continue à forger ce qui lui a valu sa réputation. Je pensais pas qu'ils étaient aussi pris dans leur métier, quoi. Que c'était que leur vie, que sans ce métier, ça serait très dur. Ne tuez pas les baleines pour la viande, ne tuez pas les baleines pour manger. Et le baleinier répond, nous tuons les baleines pour l'huile, nous tuons les baleines pour l'argent, et l'argent c'est pour manger. En débarquant sur Pico, les enfants ont découvert les liens intimes, parfois violents, qui autrefois unissaient l'homme à l'animal. Et leur envie de rencontrer les cachalots n'en est que plus forte. Alors, pas de temps à perdre, le voilier reprend la mer. Il y avait 4 adultes, c'est vraiment super, on les a approchés de près. Je ne ferai pas, c'est impressionnant, mais on est ému, on est bien. Pouvoir les approcher si près, comme ça, c'est vraiment super. Alors, calme. Ouais, calme. Reste à l'étrave. Le mâle a sauté à 500 mètres du bateau. En fin d'observation, le vieux mâle sombre. Attends, alors, Cette nuit, il n'a vraiment pas été facile de dormir. Mais tous attendent avec impatience Roger Penn, le grand spécialiste américain des mammifères marins. Avec lui, ils doivent faire le point sur les menaces qui pèsent sur les cétacés. Je pense que pour les cétacés, le réel problème, c'est la pollution.
Comme les substances polluantes sont très solubles dans la graisse et peu dans l'eau, elles s'accumulent d'abord dans les plantes, puis dans les animaux qui mangent ces plantes, puis dans les animaux qui mangent ces animaux, et ainsi de suite, jusqu'aux prédateurs supérieurs que sont les cétacés, ou que nous sommes. À chaque niveau de la chaîne alimentaire, la concentration en polluants. Roger Penn allait continuer, mais l'hydrophone installé à bord révèle la présence de cachalots. Les mousses sont maintenant bien rodées. Il leur a fallu peu de temps pour établir le contact avec les animaux et se mettre à l'eau. L'expédition à nous tous, elle a porté énormément sur le plan de la vie de groupe. Et une nouvelle idée d'un contact avec la nature, parce que notre environnement se dégrade très vite. Et on ne se rend pas compte que cette dégradation, c'est pas l'environnement des animaux qui est dégradé, c'est le nôtre. Et c'est notre vie qu'on met en danger et notre monde. Demain, la fleur repartira. Il y aura d'autres aventures, d'autres images, et surtout, d'autres enfants pour témoigner de la beauté de la mer et de sa fragilité.